passé, comme on l'avait expliqué. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour vos applaudissements. J'espère qu'ils seront mérités. Merci en tout cas d'être venu assister à ce nouveau débat de la Cité de la Réussite. Il est donc consacré aux défis écologiques et économiques qui nous attendent et à la façon dont ils vont influer sur notre modèle de développement dans l'avenir. Donc c'est un débat qui est au cœur de l'actualité puisque depuis l'échec du sommet de Copenhague, on assiste à une remise en cause de la thèse qui semblait pourtant avoir fait consensus dans le monde depuis quelques années. Cette thèse, c'est celle du rôle de l'homme dans le réchauffement climatique. Le débat monte en puissance, il est parfois passionnel, notamment en France, vous l'avez vu ces derniers jours. Et au fond, je dirais qu'il oppose deux camps. L'un qui consiste à dire que notre croissance est trop gourmande en ressources naturelles et trop polluante, et donc qu'elle constitue une menace à terme pour notre planète, et donc que de ce fait, nous devons au pire abandonner ce modèle de croissance, ce qui serait une véritable révolution depuis que le monde est monde. Et puis l'autre camp consiste à dit qu'au fond, il faut faire confiance au progrès, notamment au progrès technique et à la science, qui nous ont toujours sortis des pires difficultés jusqu'à présent, et que, moyennant quoi, grâce au progrès scientifique, nous pouvons conserver notre modèle de croissance tout en l'améliorant. Alors faut-il ou non changer notre modèle? Ce sera l'objet de notre discussion pendant cette heure et demie avec nos invités. Donc nos invités que je vous présente. Immédiatement à côté de moi, Madame Claudie Aigneret. Alors on ne vous présente plus, Madame Aigneret, mais enfin quand même quelques éléments de biographie. Vous êtes médecin, vous êtes docteur S sciences, vous vous êtes fait connaître comme spationaute, je crois que l'on dit comme ça. Vous avez effectué, non, astronaute, plutôt astronaute. Alors donc vous avez effectué plusieurs vols dans l'espace, 16 jours dans la station Mir, station russe, puis plus tard dans la station spatiale européenne, internationale. Vous avez ensuite entamé une carrière politique au sein du gouvernement Raffarin, où vous avez été ministre de la Recherche, puis ministre des Affaires européennes. Et vous présidez aujourd'hui la cité de... Non pas la cité de la réussite, excusez-moi. La cité des sciences et de l'industrie de la Villette, ainsi que le palais de la découverte. Tout au fond, à l'extrême gauche, monsieur Philippe Van de Mel, vous êtes le président de l'ADEME, l'agence qui s'occupe des économies d'énergie, du développement durable. Enfin, en gros, je caricature un peu les choses, mais enfin, c'est à peu près le champ de votre mission. Vous êtes polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées. Vous avez été au cabinet de Jean-Louis Borloo, où vous vous êtes notamment occupé du Grenelle de l'environnement. Et dans une vie antérieure, vous avez aussi présidé l'ANRU, enfin, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Et enfin, à ma droite, monsieur Jean-Louis Chaussade, vous êtes directeur général de Suez Environnement. Alors Suez Environnement, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, le premier groupe mondial de traitement de l'eau et des déchets. Pour donner quelques chiffres, vous distribuez de l'eau potable à 76 millions de personnes dans le monde. Vous traitez les déchets de 60 millions d'individus. Vous-même avez fait toute votre carrière dans les métiers dans l'environnement, et ce qui est intéressant notamment, c'est que vous avez beaucoup voyagé, vous avez longtemps travaillé à l'étranger, et à ce titre, vous connaissez parfaitement ce que peuvent être les besoins contradictoires des différents pays selon leur stade de développement. Voilà, alors avec nous, devant nous, il y a quelques étudiants, comme on en a l'habitude dans cette cité de la réussite. Ce sont eux essentiellement qui poseront les questions dans quelques minutes. Et puis la salle, évidemment, vous aurez la parole pendant une bonne demi-heure pour poser des questions à nos invités. Et alors la première question, je l'ai voulu volontairement un peu vaste. Au fond, elle résume toute notre discussion. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui continuer à croître comme avant, ou bien notre modèle de croissance est-il au contraire un danger pour notre planète? Madame Aigneret, est-ce que vous vous lancez sur cette première question? Bonjour à tous, merci. Donc je vais attaquer la première, je vais peut-être me positionner un peu à distance, en reprenant une partie de mes expériences de vie
qui me donne un regard un petit peu différent, et je le fais assez volontiers. En étant allé dans l'espace à distance de la Terre, à 400 km en orbite autour de la Terre, et je le dis pour l'ensemble de tout ce qui s'est passé dans la conquête spatiale depuis ces 50 dernières années, c'est ce regard sur la Terre, sur notre Terre, qui a été vraiment bouleversé par cette découverte, je dirais, de la Terre par un nouveau regard. Il y a une très belle phrase de Marcel Proust qui dit ça, que le véritable visage de la découverte, c'est pas tant d'explorer, de découvrir, mais que d'avoir un nouveau regard sur les choses. Et c'est un petit peu de ce regard-là dont je voulais parler, parce qu'on prend conscience à distance de la Terre de la finitude de la planète. Et c'est pas quelque chose qui nous est spontané quand on est terrien, bipède, avec le champ de l'attractivité terrestre qui nous met un horizon devant les yeux. C'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir être au-delà de cet horizon et de pouvoir confirmer effectivement la finitude de la planète avec tout ce que ça implique par ailleurs, et que nos amis autour de la table vont pouvoir développer avec vous, la finitude aussi en matière de ressources, de la nécessité donc de justement avoir à gérer cette planète et la responsabilité qui nous est propre individuellement ou collectivement. C'est vrai que quand on regarde par le hublot la planète Terre, que par les autres hublots, on voit un cosmos infini, hostile et mystérieux, on sait bien que c'est pas du cosmos que viendra la solution à nos problèmes de finitude de cette planète. Eh bien, c'est un message que j'aime redire, parce que je pense, pour l'avoir personnellement vécu, qu'il est important, que c'est notre responsabilité, effectivement, en tant qu'être humain habitant de cette planète Terre, que de porter ce regard attentif et responsable sur la finitude de ses ressources et la préservation de son environnement. Donc la prise de conscience, je crois qu'elle est là depuis longtemps, et maintenant on va discuter effectivement de voir comment faut-il changer pour non seulement s'adapter, mais peut-être se projeter d'une façon un petit peu plus visionnaire. Monsieur Vandemel, à ma connaissance, vous êtes resté sur Terre, me semble-t-il, et vous gérez même au quotidien les problèmes d'environnement au sein de l'agence que vous présidez. Quel regard posez-vous précisément sur notre modèle de croissance? Est-ce que vous considérez qu'il est encore viable pour les années qui suivent? Bonjour à tous. Alors, j'ai pas eu la chance effectivement d'aller dans l'espace. Je suis resté les pieds sur terre. Effectivement, on est dans une situation un peu exceptionnelle en ce moment entre les enjeux climatiques, environnementaux, mais sur l'environnement, tout se limite pas au climat. Il y a des problèmes de ressources en eau, de biodiversité, donc il y a beaucoup d'enjeux. Et quels que soient les débats qu'il y a sur le climat, il y a quand même malgré tout une évolution du climat, un changement, un réchauffement, un dérèglement, quel que soit le nom qu'on lui donne. On est face à une situation difficile. Mais au-delà de cet enjeu environnemental, il faut se rendre compte effectivement, on est aussi devant un enjeu économique et social fort. C'est-à-dire que vous parliez de rareté des ressources. Nous savons tous que nous ponctionnons de plus en plus de ressources naturelles de la planète, et individuellement on en consomme plus que nos parents et encore plus que nos grands-parents, et cette courbe-là malheureusement ne se réduit pas, donc on consomme individuellement beaucoup plus de ressources naturelles qu'avant, et en plus on est plus nombreux, puisqu'on sera bientôt 9 milliards, enfin c'est les estimations, et quand on regarde un peu la population de l'humanité, je crois que sur 2 siècles, le 20e et le 21e siècle, autant d'êtres humains ponctionneront la planète que depuis le début de l'humanité. Donc on est effectivement dans un rythme de consommation de la planète très fort. Et on est sur un monde limité, Claude Ignoré le disait à l'instant. Et donc qui dit monde de ressources limitées et demande forte, dit de toute façon en termes économiques, croissance des prix. Et donc on a besoin et on a le devoir de s'investir fortement dans une réflexion sur une société sobre en énergie, sobre en carbone, sobre en matières premières, tout en gardant le confort, le niveau de vie qu'on peut souhaiter pour tous. Et puis il y a un enjeu social aussi. Je disais que ce problème de rareté des ressources va inévitablement, et on le voit d'ores et déjà, puisque le prix du pétrole ou des matières premières, même pendant la crise, sont remontés à des niveaux assez élevés. Pas exactement ceux d'avant la crise, mais enfin ils sont montés fortement. Et d'ores et déjà, dans le monde, mais aussi en France, des gens ont des problèmes pour payer leur chauffage en fin d'année, en fin de mois, pour avoir ça. Et fait que les évolutions indispensable ou inévitable, je veux dire, du prix ne va faire qu'aggraver ces sujets-là. Donc on a aussi
devoir social de ce point de vue-là. Je crois qu'il faut se rendre compte, c'est cette prise de conscience forte qui a eu lieu pendant le Grenelle de l'environnement, puisqu'elle était, on sent vraiment une évolution très forte de l'ensemble de l'opinion publique. Alors la France a jamais été nécessairement le plus en avant sur les problèmes environnementaux, mais il faut reconnaître que depuis le Grenelle de l'environnement, il y a beaucoup de regards portés sur la France et sur cette démarche. Je vous rappelle rapidement, le Grenelle de l'environnement, c'était réunir l'ensemble des acteurs. Les industriels, les organisations syndicales, les organisations non gouvernementales d'environnement, les collectivités locales, l'État, pour arriver à se mettre d'accord sur justement cette réflexion de changement de modèle de développement. Et il y a eu un choix avec 274 engagements, un choix de changement de modèle. Alors ça c'est bien dit. Ensuite ça a été, je souhaite le rappeler malgré tout, ça a été validé par le peuple français, puisque le Parlement, à l'unanimité, en 4 lectures à chaque fois à l'unanimité, a validé ces choix, ces engagements. Alors une fois qu'on a dit tout ça, maintenant il faut effectivement le mettre en œuvre, et je crois que c'est l'enjeu qui nous fait face aujourd'hui. Il y a beaucoup d'innovations à trouver, beaucoup d'enjeux à porter, beaucoup de nouveautés à développer pour justement permettre de trouver ce bon modèle de développement. Alors moi je ne mets pas en opposition, j'ai une confiance dans la science sans aucun état d'âme, et ce qu'il faut c'est mettre cette science au service de cet objectif d'aller vers un modèle de développement qui consomme moins de ressources, moins d'énergie, tout en gardant un niveau de croissance et un modèle de développement qui soit compatible avec les enjeux de tout le monde. Alors vous, Monsieur Chaussade, vous êtes dans une situation un peu paradoxale puisque vous dirigez une grande entreprise et au fond ce sont les grandes entreprises qui sont souvent visées dans les discours environnementaux. On les accuse à la fois de pomper trop de ressources, de trop rejeter dans l'atmosphère. Et vous dirigez une entreprise qui précisément se préoccupe de toutes ces questions. Comment vous vivez cette contradiction et surtout, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments? On parlait beaucoup là de l'épuisement des ressources naturelles. Je sais que vous avez beaucoup d'éléments à nous fournir sur là où nous en sommes de ce point de vue-là. Déjà, beaucoup de choses ont été dites. Alors, les entreprises, elles ont comme objet, si je puis dire, de produire des éléments qui améliorent, qui répondent aux besoins des clients et qui, d'une manière générale, essayent d'améliorer le niveau de vie des citoyens du monde qui, comme ça a été rappelé, étaient 2 milliards au début du XXe siècle et seront 9 milliards aux alentours de 2040. Donc si votre question c'est est-ce qu'on peut continuer notre modèle productiviste passé, la réponse est absolument non. Et si la question est faut-il rentrer dans une ère de décroissance, ma réponse en tous les cas personnelle, c'est non. Simplement, il faut faire d'autres choses autrement, tout du moins il faut essayer de produire autrement. Il faut effectivement essayer de consommer moins de matières premières. Je pense que c'est un des éléments essentiels des modifications de comportement que nous devons avoir. Alors, un chiffre, au jour d'aujourd'hui, l'intensité en matières premières par rapport au PIB dans la croissance mondiale continue à augmenter. Et ça, c'est un élément qui est, à mon sens, catastrophique. Parce qu'on parle beaucoup du peak oil, on parle beaucoup du pétrole, mais il faut imaginer qu'il n'y a pas que le pétrole qui risque de s'épuiser. En tous les cas, il y a des... Je peux prendre des matières très simples comme le plomb, le cuivre, le nickel et bien d'autres qui, si on ne fait pas attention, vont s'épuiser aussi vite, si ce n'est plus vite que le pétrole. Donc il faut qu'on change notre mode de vie. Alors quelles sont les réponses possibles? La première des réponses, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle une économie des fonctionnalités, c'est-à-dire il faut privilégier la fonction, j'allais dire, à la matérialité de cette fonction. On peut produire des voitures en consommant moins de matière qu'avant. On peut produire beaucoup de choses avec moins de matière qu'avant. Et je pense que ça, c'est un élément essentiel de toute politique d'avenir pour passer d'une situation de croissance à une situation de croissance durable. Donc ça, je pense que c'est un élément important. Il y a une autre chose qu'il faut mettre en place, c'est ce qu'on a commencé à appeler l'économie circulaire. C'est donc la capacité des économies, des entreprises, à créer des produits, d'une part, qui soient facilement recyclables, donc des produits qui sont conçus pour être recyclés en fin de vie. Et puis ensuite, il faut utiliser ces produits en fin de vie, les éléments constitutifs de ces produits en fin de vie, pour créer des matières premières secondaires qui, elles, vont être à nouveau réutilisées dans le cycle de la production. Qu'est-ce qu'apportent des entreprises comme les nôtres, comme Suez Environnement? C'est un mélange de savoir-faire et d'innovation, car sans innovation, on n'y arrivera pas, de manière à fournir
à nos clients, à vous et moi, les moyens de continuer, entre guillemets, à être heureux, mais avec des produits qui sont conçus différemment. La deuxième chose qui est importante, c'est de mettre en place des indicateurs. Il y a les produits, il y a les indicateurs. Les indicateurs de croissance que nous avons aujourd'hui, comme le PIB, sont nécessaires, mais sont complètement insuffisants. Il faut mesurer autrement, si je puis dire, le bien-être des populations et la manière dont on répond à leurs besoins. Alors, dans les entreprises, on a commencé à réfléchir à ça et on a toute une série d'indicateurs que je qualifierais de non financiers qui se mettent en place et qui permettent de suivre les consommations énergétiques, les productions de CO2, les consommations de matière, les accidents du travail et j'en passe. Et c'est ça qui progressivement permettra de changer. Dernier point, le changement, ça se fait par l'éducation et je pense qu'il faut qu'on tous on apprenne car on ne vivra pas demain comme on a appris à vivre aujourd'hui. Alors l'éducation précisément, je crois que Madame Aigneret, vous vouliez insister là-dessus. Est-ce que c'est vraiment la source de tous les changements de comportement à venir? Et l'éducation, ce sont évidemment les enfants. Est-ce que ça n'est pas déjà trop tard? Est-ce qu'on peut encore infléchir les choses dans le sens d'un meilleur environnement? Quand j'ai lu le titre de cette session, défis écologiques et défis économiques, c'est qu'une chose m'est venue spontanément. L'écologie, tout autant que l'économie, sont des approches intégrées et intégratives, de multiples facettes, de multiples possibilités de réfléchir, quelque chose qui est très global. Et c'était un petit peu la vision que je développais tout à l'heure, qui nous amène à être dans la symbiose de multiples causalités ou de multiples conséquences. Et c'est vrai que ça ravivait cette notion que je porte très fortement, qu'aujourd'hui, notre système éducatif doit permettre à chacun de se projeter sur des approches intégratives de cette nature. Et je dirais que ce défi écologique que nous avons à relever, toute cette projection aussi sur de nouveaux modèles, nous amène à nous dire comment pouvons-nous préparer les jeunes citoyens, les plus jeunes d'aujourd'hui, à être des acteurs responsables, informés, éclairés, et agissant sur la globalité du système. Et c'est vrai que le système de l'éducation formelle, tel qu'on peut l'avoir dans le système éducatif habituel, est encore, vous le savez tous, assez linéaire, disciplinaire, et qu'il me paraît important aujourd'hui qu'on réfléchisse et qu'on se mobilise sur quelle forme d'éducation ces jeunes gens et nous-mêmes référents de ces jeunes gens, parents ou enseignants ou chercheurs à leur service, on peut mettre en place pour qu'on ait la capacité de se projeter sur de réels changements. Philippe Vandemel disait tout à l'heure que le Grenelle de l'environnement, avec cette participation, cette nouvelle gouvernance, en fait, avec 5 intervenants, montrait bien à quel point la société civile, des organisations représentatives, d'autres choses que le milieu économique, le milieu scientifique ou le milieu politique étaient sur le champ des décisions. Et Monsieur Chaussade, vous avez évoqué les comportements. Et donc tout ça, comportement, prise de parole, avis éclairé, ça passe bien évidemment par l'éducation. Et je crois qu'il faut saisir ces défis-là comme des défis qui doivent nous obliger à réfléchir à quelle doit être l'éducation à cette société à venir, et qui est là aujourd'hui, c'est même pas à venir, qui est non seulement une société de la complexité, on le sait bien en parlant de tous ces facteurs, mais je crois qu'un des éléments importants, c'est qu'on est dans une société de l'incertitude. On fait des plans à court terme, mais ces plans-là, ils peuvent être complètement bouleversés à très court terme. On l'a bien vu avec les crises qu'on est en train de traverser. Donc, cette nécessité de se projeter avec l'incertitude, des scénarios qui peuvent évoluer, des alternatives qui n'étaient pas envisagées. Donc, dans un champ qui est celui de la créativité, qui est celui d'une créativité responsable, parce qu'on a été éduqué à cette responsabilité. Créativité, responsabilité, et puis la prise de risque. Parce que devant l'incertain et devant la complexité, on doit être amené à savoir prendre des risques, les analyser. C'est pour ça que j'avais envie de parler de l'éducation, et j'y reviendrai, parce que je pense que c'est le terreau fondamental à pouvoir vraiment accepter, s'approprier ces défis majeurs
que sont ceux qu'on évoque aujourd'hui. Monsieur Van de Mel, est-ce que vous avez le sentiment, là où vous